Bonjour citoyens, bienvenue sur Romain Invicta, la chaîne qui éclaire l'histoire, l'histoire qui éclaire le présent. Avec cet épisode, nous changeons d'horizon puisque nous n'allons pas simplement voyager dans le temps, mais également dans l'espace. Je vous amène dans le Japon dit pré-moderne, au début de l'ère Edo, dans les pas d'un personnage qui a façonné sa propre légende de son vivant, Miyamoto Musashi. Alors, les deux sabres en main, générique, introduction, et hajime. Je souhaite dédicacer cet épisode à mes amis Sunwoo Delneufcourt, 7ème dan de la prestigieuse Dai Nippon Butokukai, Hanshiho, et Michel Delcourt, président de la Ligue des Hauts-de-France de la WUKF France, 7ème dan Goshindo, tous deux ayant un rapport particulier à Musashi. Un préalable s'impose lorsque l'on approche un personnage historique, de surcroît envisagé dans la culture populaire comme un véritable mythe. On analyse les faits, on aborde le personnage dans un contexte précis, et sans verser dans la mystification. C'est donc, à l'instar de nos deux épisodes précédents, en historien et non en romancier, que je vais aborder ce personnage somme toute, évidemment, exceptionnel. Un second préalable est également nécessaire. Lorsque je nommerai un personnage, je citerai, fidèle à la norme japonaise, le nom de famille avant le prénom. Né Shinmen Benosuke, vraisemblablement en 1584, c'est-à-dire durant le Sengoku Jidai, la période des provinces en guerre, la période de guerre civile féodale la plus sanglante que le Japon ait connue, le protagoniste de notre épisode a vécu dans un empire en voie de transition politique et sociale. Le visage du Japon allait changer pour jamais. Cette transformation était la conséquence directe de la victoire décisive, quoique sur le fil, de Tokugawa Ieyasu le 21 octobre 1600 dans la vallée de Sekigahara. Victoire sur la coalition de l'Ouest, soutenant le fils du régent Hideyoshi Toyotomi comme héritier légitime du pouvoir. Pour analyser la bataille et sa périphérie, je renvoie à l'excellent ouvrage de mon collègue Julien Pelletier, Sekigahara, la plus grande bataille de samouraï. Yoshikawa Eiji, dans son magnifique roman La pierre et le sabre, dont le grand public est prisonnier quant à l'histoire de Musashi, en France, Alexandre Dumas nous a piégés de la même manière avec D'Artagnan et Richelieu, fait participer Musashi à la bataille, alors âgé de 16 ans, du côté de la coalition de l'Ouest, ce que rien ne permet d'attester. À partir de cette victoire et de son accession effective au pouvoir, Tokugawa allait parachever l'œuvre d'unification du Japon entamée par ses deux prédécesseurs, Nobunaga Oda et Hideyoshi, déjà cités. Mais à la différence des deux premiers, et probablement du fait de son lignage du moins prétendu au clan Minamoto, donc à sa filiation revendiquée à la famille impériale, Ieyasu allait se voir décerner le titre de shogun en 1603. C'est long, 3 ans après une victoire. Le Saiitai Shogun, c'est-à-dire le généralissime, le commandant en chef contre les barbares, est un titre qui remonte à la fin du 8e siècle et qui, au cours du Moyen-Âge nippon, avait fini par désigner celui qui était à la tête du gouvernement militaire, le Bakufu. Mais limiter le shogun à un statut de dictateur militaire est une erreur. Le titre revêt en réalité un véritable caractère monarchique. D'ailleurs, le grand historien du Japon, Pierre-François Souiri, dans ses Guerriers dans la rizière, ne manque pas de le préciser ainsi. À l'ouest, à Kyoto, le Tenno, c'est-à-dire l'empereur, fils du ciel, en réalité le pape selon Souiri. À l'est, à Kamakura, ou à l'époque de Musashi, à Edo, le shogun, c'est-à-dire le roi. C'est du reste l'analyse que feront sur place les Européens, certains, comme François Caron, estimant même en 1636 que le shogun est l'empereur de fait. Revenons aux années 1600-1603. Tokugawa entend désarmer les seigneurs et pacifier le pays. Les samouraïs doivent donc devenir des administrateurs, analogues à des fonctionnaires d'État. Pour approfondir cette question et envisager de l'histoire comparée, je vous renvoie, une fois n'est pas coutume, à mon ouvrage Shogun, Introduction à une politique de la guerre dans le Japon des samouraïs. Le Bushido, dont Souiri nous rappelle que le terme date du XVIe siècle, évolue et devient emprunt des valeurs confucéennes. Mais pour des raisons diverses, certains hommes refusent ce nouvel ordre des choses. Musashi, lui-même fils de samouraï, est de cela. Si la mort de son père, Munisai, varie selon les sources, celle-ci s'accorde sur le recueil du garçon, alors âgé de 7 ans, par son oncle maternel, qui l'aurait amené, selon l'historien des arts martiaux Roland Habersetzer, dans un monastère. L'occasion de rappeler que les Bushi, les guerriers, pratiquaient le zen, élément central de la voie du guerrier. L'occasion également de rappeler que le bouddhisme zen
est une religion. Si. Musashi aurait été vainqueur de son premier combat à 13 ans, un duel à mort contre Arima Shirobei, et aurait tué à 16 ans un autre guerrier. Jusque-là, rien, absolument rien de singulier dans le parcours du personnage qui, en tant que fils de Bushi, avait reçu une éducation guerrière. Et ici, l'historien doit casser le mythe entretenu par Musashi lui-même, prétendant, au crépuscule de sa vie, dans son traité des 5 roues, n'avoir jamais eu aucun maître. Fils de guerrier qui, de fait, est confronté précocement au combat et qui, enfin, comme nombre de garçons de son époque, est orphelin. Ici, il est donc effectivement permis de penser que notre adolescent guerrier ait pu participer à la bataille de Sekigahara dans l'un ou l'autre camp, même si, précisons-le, la province de Mimasaka dont il était originaire se situe à l'ouest du pays. Tandis que Musashi a la vingtaine, le pays est donc en cours de pacification. Attention, il faut éviter l'écueil de croire que les guerriers n'en sont plus. Effectivement, le Bukisho Hato, que Tokugawa Ieyasu lui-même fit rédiger, précisait: en temps de paix et d'ordre social, il ne faut pas oublier que des troubles peuvent survenir. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger la pratique des arts martiaux. Les arts littéraires, bun, les armes, buki, le tir à l'arc, kyojutsu, et l'équitation, bajutsu, doivent faire l'objet d'une pratique favorite régulière. Si nous relevons que les arts littéraires font partie de l'entraînement du guerrier, ses fonctions militaires demeurent premières, mais non exclusives. Nous pourrions là établir des analyses d'histoire comparées avec la France de la seconde moitié du XVIIe siècle, mais ce n'est pas l'objet de notre épisode biographique. Comprenons dès lors que dans la réalité sociologique du Japon de l'époque, tout homme capable de tenir un sabre n'est pas forcément en capacité de saisir la plume. L'administration d'un État, participer au gouvernement, élaborer des lois, nécessite d'avoir reçu une instruction de qualité. Aussi, dans un empire en paix, le guerrier ne répondant pas à ces exigences, celui qui n'est pas non plus à même d'être recruté comme maître d'armes dans une grande famille aristocratique, ou de tenir un dojo de clan à destination des familles fortunées qui lui sont inféodées, n'est plus en mesure de travailler, ni de tenir son rang. Le voilà dès lors qu'il se livre, par exemple, au brigandage. Suigi a bien identifié ce qu'il convient d'appeler le problème Ronin, littéralement celui qui fluctue. L'historien écrit: les Ronin formaient un groupe remuant, avec un sens aigu de la fierté, combiné au vif sentiment d'une déchéance sociale. Miyamoto Musashi fut de cela. Quelles que furent les raisons, subies ou choisies, qui le poussèrent à être Ronin, Musashi s'inscrivit dans le Musha Shugyo. Musha, c'est l'autre mot qui désigne le guerrier. Le Musha Shugyo, la quête ou l'errance du guerrier itinérant. Des hommes éprouvant leur technique et leur esprit, le sabre à la main, dans un Japon pacifié. Anachronisme vivant, nostalgique du Japon des guerres féodales ou survivance du Bushido d'antan. Toutes ces réalités peuvent être envisagées et Musashi est un cas emblématique par ses qualités exceptionnelles et par la mystification dont il a fait l'objet. Prenant pour nom celui de son village de naissance, Miyamoto, il se fait connaître dans le pays de Kyoto, la capitale impériale, en vainquant, en 1604, le puissant clan Yoshioka. Après ses duels victorieux contre Saijoro, puis son frère Denshitiro, il apparut déjà comme un guerrier singulier. Non pas tellement pour sa technique, mais son approche. Effectivement, il est fin stratège, le Ronin n'hésitant pas à arriver très en retard au lieu de rendez-vous. Le procédé est subtil, pour ne pas dire ingénieux. Effectivement, non seulement arriver en retard tout en adoptant, le cas échéant, un point de vue préservé de l'œil de l'ennemi, permet soi-même de l'observer, de prendre la mesure de ses attitudes, voire de ses techniques. Mais aussi et surtout, cela place ce dernier dans une position d'inconfort exploitable par Musashi. Comprenons bien que le guerrier qui attend va être en proie à 1000 questions qui vont le tourmenter. Les fameuses pensées envahissantes évoquées par les zennistes. Va-t-il se présenter? Est-il donc lâche? Se joue-t-il de moi? Pour qui se prend-il? Courroucé, impatient, l'esprit désormais pollué, le duelliste est potentiellement rouge de colère, un sentiment qui peut être nocif en combat. Et Musashi peut se présenter, lui, dans une posture avantageuse. Mais ces victoires insolentes sur les deux aînés du clan appellent, pour ce dernier, le plus réputé de Kyoto alors, une vengeance exemplaire. Cela conduit à la tentative d'assassinat de l'Ichijoji. L'épisode a d'ailleurs donné lieu à une scène épique dans le roman La pierre et le sabre, digne des plus grands récits de KPDP. Certes, c'est une véritable embuscade que l'on tendit à Musashi, mais il n'affronta évidemment pas, tout seul, des dizaines d'ennemis. Notons que l'exagération des effectifs, déjà important, de l'ennemi, est un procédé classique dans les récits guerriers. Ainsi, le prétendu million de Perses contre Alexandre et ses 45 000 hoplites, tandis que les premiers furent vraisemblablement 300 000, ce qui représente déjà un rapport de force cruellement défavorable aux Gréco-Macédoniens. Revenons à l'Ichijoji.
Dans le contexte de l'embuscade, Cerné est certainement convaincu qu'il allait ou pouvait mourir. Musashi aurait dégainé son deuxième sabre. Il est important ici de faire un petit arrêt sur image. À l'instar de la noblesse européenne qui jouissait du privilège de porter l'épée, la caste des samouraïs avait celui de porter le daisho, littéralement long court ou grand petit, à savoir le sabre long, le katana à l'époque de Musashi, et le sabre court, wakizashi. Abersetzer propose pour wakizashi la traduction suivante: compagnon de ceinture. Admettons cette traduction car elle est l'illustration d'un élément qui supplante l'idée de l'usage du wakizashi pour les combats au corps à corps. Il faudrait ici rappeler qu'initialement, la voie du samouraï était celle de l'arc et du cheval, Kyuba no Michi, et que sur le champ de bataille, la reine des armes blanches était la lance, Yari. Le wakizashi était la marque de la dignité du samouraï, de sa noblesse, tandis qu'il n'entrait pas dans une pièce en présence de son seigneur, armé du katana, conservant néanmoins son sabre court, ce qui était en soi la marque d'un privilège de nature aristocratique. Il pouvait lui permettre de se faire seppuku, vulgairement harakiri, le suicide rituel noble. D'une certaine manière, et toute proportion gardée, le wakizashi était un sabre d'apparat. Mais voilà que cerné, Musashi le dégaine et livre combat, un sabre dans chaque main. C'est fondamental à deux égards. Le premier, c'est que nous aurions là l'origine, au moins idéalisée ou reconstruite, de son style à venir, Nito Ichiryu, l'école des deux sabres. Le second, que par là même, Musashi casse les codes jusque martiaux. Cela relève déjà de l'iconoclasme. Étymologiquement, briser les images. Et cet iconoclasme martial est nourri à la racine du pragmatisme. Théorisé dans le premier rouleau de son traité, le rouleau de la Terre, Musashi écrit « Telle est la vérité. Lorsqu'on sacrifie sa vie, on souhaite se servir de toutes ses armes et les utiliser toutes. Ne pas en faire usage et mourir avec le sabre toujours dans son fourreau accroché à sa hanche est tout simplement impensable. » On comprend que pour le Ronin Musashi, seule la victoire compte et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Pour fondre l'adversaire est, dans le Gorin no Sho, une expression récurrente. Cet opportunisme martial est parfaitement illustré dans son duel le plus célèbre, celui qui l'opposa le 13 avril 1612, sur une île, à Sasaki Kojiro, surnommé Ganryu, un bretteur qui utilisait un odachi, un très long sabre. Les romans de Yoshikawa désignent cette arme comme la perche de séchage. Là encore, les versions de l'affrontement diffèrent et l'immortalisation de la chose dans la culture populaire n'aide guère à y voir plus clair. Musashi, arrivant avec des heures de retard à Mukojima, aurait-il taillé un sabre dans la rame de sa barque? C'est absolument improbable. Se serait-il servi de sa rame pour combattre ou se serait-il saisi d'un long bout de bois? La longueur du sabre, ou ici, disons de la rame, non pas pour se mettre à distance de l'odachi de Kojiro, mais pour gagner sur la distance de l'ennemi. Musashi, dos au soleil aveuglant son ennemi, lui fendit le crâne. Ses exploits guerriers au cours des 60 duels duquel il serait sorti invaincu sont pour beaucoup dans l'élaboration de la légende de Musashi, devenue Kenshi, saint du sabre. Mais Miyamoto Musashi ne se limita pas à une vie de Ronin, de guerrier sans maître. Tandis que le Japon des Tokugawa devient véritablement un état centralisé et pacifié, la politique du shogun ne fut pas sans susciter quelques soubresauts. En 1614, Toyotomi Hideyori, fils de feu Hideyoshi, était décidé à reprendre une place qu'il estimait légitime, sans toutefois être en mesure de renverser celui qu'il considérait être un usurpateur. Voilà donc que Tokugawa ordonna le siège du château d'Osaka, et c'est sous la bannière du shogun que servit Miyamoto Musashi. Tokugawa Ieyasu remporta cette guerre à l'issue d'une année de siège. Mais voilà que 22 ans plus tard, une menace autrement plus dangereuse pointe. En décembre 1637, réunis derrière Amakusa Shiro, 40 000 paysans et ronin chrétiens de la ville de Shimabara entrèrent en rébellion. Musashi combattit alors sous les ordres de Matsudaira Nobutsana à Shimabara même. En avril 1638, la rébellion était matée dans le sang. Le danger politique que représentait alors le christianisme, fer de lance de la colonisation européenne, était éliminé pour jamais. Musashi se mit ensuite au service du puissant clan Hosokawa, vraisemblablement comme maître d'armes avant de se retirer en 1643 sur le mont Iwato dans la région de Kumamoto. C'est dans la grotte Reigendo qu'il rédigera son testament philosophique. Nous en arrivons à la dernière partie de notre épisode. Musashi le Ronin, invaincu en combat singulier, Musashi le peintre, le poète, le calligraphe. Au crépuscule de sa vie, il rédige le célèbre Gorin no Sho, le traité des 5 roues. Pourquoi ce nom? Parce qu'il s'inscrit dans la tradition ésotérique bouddhiste. Le traité est composé de 5 rouleaux,
en référence aux 5 éléments bouddhiques, Godai, et en écho au Gorinto, des pagodes de pierre de taille variable. Notons que dans la tradition ésotérique sino-japonaise des écoles de combat, ou Ryu, la pagode sur 5 niveaux est utilisée pour symboliser l'homme. Quels sont ces 5 éléments? La terre, l'eau, le feu, le vent, le vide. Dans le rouleau de la terre, Chi, Musashi évoque ses idées générales et sa vision, celle de son école. C'est là qu'il établit sa métaphore célèbre du charpentier. Le rouleau de l'eau, Sui, illustre l'image idéale pour le combat. Le Bushi doit faire preuve de détermination. C'est utile à rappeler à l'heure où des occidentaux en mal de mysticisme, parfois haut gradés en arts martiaux, méprisent la volonté et évoquent l'attaque sans attaquer. Pour Musashi, le guerrier doit avoir l'esprit comme l'eau. Le rouleau du feu, Ka, est probablement le plus violent. Le Ronin posant les principes de son école dans la bataille et en duel, les deux configurations étant pour lui parfaitement analogues. Le rouleau du vent, Fu, est consacré aux lacunes des autres écoles. Musashi n'y verse pas dans une critique mesquine et stérile, mais bel et bien dans une analyse circonstanciée, dans laquelle il démontre sa connaissance des styles rivaux. Le rouleau du vide, Ku, est bref et le plus mystique, même si Musashi prétend ne pas faire allusion aux principes accessibles, omote, et secrets, okuden. Il est permis de se demander si ce rouleau nous est entièrement parvenu, d'autant que Musashi avait exhorté son principal héritier, Terao Magonojo, à brûler l'écrit. Vraisemblablement, il a désobéi, au moins partiellement. Le rouleau du vide appelle à se détacher des principes acquis, à combattre avec spontanéité, à ne pas s'enfermer dans des postures figées et des formes verrouillées. Et c'est du reste une préoccupation constante de Miyamoto Musashi. Je soutiens que le Gorin no Sho est la lecture japonaise de l'art de la guerre de Sun Tzu. Lecture japonaise, car le Ronin y est très concret, rationnel, pragmatique. On relèvera du reste, et c'est probablement le plus important, qu'au centre de la formation du guerrier, il y a la stratégie. Musashi écrit d'ailleurs « La stratégie est la loi qui gouverne la vie des familles de guerriers », ajoutant avec force « Pour les membres de la classe des guerriers, ne pas étudier cette pratique est impensable ». En termes clairs, Musashi estime non pas que la stratégie serait à la base de ce que nous appelons les arts martiaux, c'est-à-dire les arts guerriers, mais que la stratégie est un art martial en soi, l'art martial ultime, la quintessence de la voie de la guerre, Bujutsu ou Budo. Il nous faut impérativement préciser que l'usage que je fais ici de l'expression voie, do, n'est ni un abus de langage, ni un anachronisme. C'est Musashi lui-même qui l'emploie. Le Gorin no Sho établit donc un syncrétisme harmonieux. Œuvre bouddhiste, zen, elle est également œuvre taoïste. La voie de Musashi est régie par les principes qui gouvernent l'univers dans cette conception, yin-yang ou inyo en japonais. D'ailleurs, cette empreinte zen et taoïste est revendiquée jusque dans l'un ou l'autre nom qui désigne l'école de Musashi. Nous avons évoqué Nito Ichiryu, l'école des deux sabres, évoquons Niten Ichiryu, l'école des deux cieux réunis. Spirituelle au sens résolument religieux du terme, la voie de Musashi l'est également au sens philosophique, et celui-ci devrait s'imposer à tout guerrier. Miyamoto Musashi affirme que la voie du guerrier ne se résume pas au courage, dont il n'a pas l'exclusive. Le Ronin écrit « La mort en tant que voie n'est pas l'exclusive des guerriers. En ce qui concerne cette voie, elle ne se limite pas au dessein des guerriers. Les bonzes, les femmes, toute personne, des paysans aux membres des plus basses classes sociales, peuvent, par devoir ou par honte, décider de leur propre mort. En ce sens, aucune différence ne distingue tous ces individus des samouraïs. Cette conception moderne, qui intègre dans la quête de l'honneur jusqu'aux femmes, alors réduites à un rôle purement domestique, établit une égalité de fait entre le paysan, le moine ou le samouraï face à la mort avec dignité, lorsqu'elle est choisie. Précisons qu'il n'utilise le mot samouraï que 2 fois, et pour cause, il dérive de saburao, servir. Mais alors, quelle est la spécificité de la voie du guerrier? Toutefois, écrit Musashi, peu d'entre eux, les bonzes, les femmes, s'attachent à emprunter la voie du guerrier. Tout d'abord, un guerrier doit suivre les 2 voies que sont les lettres et les arts militaires et montrer son penchant à cet égard. Fin de citation. Le guerrier est à la fois un lettré et un combattant. Bunbo Ryodo, la voie des lettres et du combat réunis. Ici, Musashi est en pleine adéquation avec les conceptions de l'époque Tokugawa, bien sûr, mais aussi, sans le savoir évidemment, avec les traditions gréco-romaines. L'élément fondamental et le plus iconoclaste pour un membre de la caste des guerriers est néanmoins le suivant. Musashi écrit
que chaque individu doit suivre sa voie et s'accomplir à travers elle, en fonction, écrit-il, de ses aptitudes et de ses goûts. Bien évidemment, il s'inscrit en partie dans la conception taoïste qui envisage chaque voie comme un chemin d'accomplissement, en harmonie avec l'univers. Mais Musashi va au-delà. Il atténue les rigueurs des conceptions féodales. Il transgresse les dogmatismes, notamment en matière technique. Musashi se centre sur les principes plutôt que sur les techniques. Il contredit avec près de 4 siècles d'écart ce qui, aujourd'hui, explique que la recherche d'accomplissement à travers l'art du combat est postérieure au 19e siècle, autant que ceux qui voient dans le kata un moule rigide, figé, qui s'enferme dans des formes verrouillées, des détails insignifiants. En son temps, Musashi les dénonçait comme des imposteurs qui appâtaient le chaland. Au fond, Musashi est l'image idéale, mais non l'idéalisée, je le pense profondément, du guerrier au sens chevaleresque du terme, même s'il fut un homme libre, car objectivement, vendant ses services. Il fut un bushi qui avait une interprétation, sinon adogmatique, du moins libérée du bushido. À la fois homme de son temps, car même un iconoclaste l'est par rapport à un contexte précis, dont il ne peut s'extraire complètement. Et guerrier philosophe pragmatique ne s'embarrassant pas des conceptions féodales, techniques et sociales, verrouillées de son époque, rappelons-le, de transition. Il est absolument nécessaire de marteler ces éléments. J'ai vu récemment dans un groupe Facebook consacré aux arts martiaux le partage d'une publication de Bernard Bordas, croyant faire une révélation en indiquant que Musashi ne dormait pas sur ses 2 oreilles, craignant d'être assassiné dans son sommeil, remportant des victoires moins par sa valeur technique que par usage de la stratégie, ou encore ne s'inscrivant pas dans une démarche qui en réalité est celle du Budo moderne. Je suis toujours très étonné que l'on prie ce genre d'affirmation pour des découvertes révolutionnaires. Sur le rapport au sommeil et à l'inquiétude d'être tué en dormant, il n'y a là rien ni d'étonnant ni d'exceptionnel. Le contraire l'eût été. César, assassiné bien réveillé lui, ou D'Artagnan, n'avait guère le sommeil plus profond. Nous parlons de guerriers qui vivaient par la guerre, et peut-être même pour la guerre, entourés d'ennemis, de rivaux. Et si les samouraïs n'avaient pas le droit de porter le sabre dans les appartements de leur seigneur, ou encore ne pouvaient le dégainer en présence de leur suzerain sous peine de mort, ce n'était pas par simple goût du rituel ou du cérémonial. C'est une erreur grave de vouloir calquer les principes confucéens du Budo, tels que développés au XXe siècle par des personnalités comme Kano Jigoro ou Funakoshi Gishin, sur une réalité historique qui était celle des guerriers au pouvoir, de l'autocratie d'un roi général, en un temps où la moindre petite étincelle pouvait de nouveau plonger un empire dans la guerre civile. Ceci à l'esprit, actons que Musashi, qui s'éteint en 1645, la soixantaine passée, est une illustration spectaculaire du guerrier, à l'instar d'un D'Artagnan. Sa voix un exemple de ce qu'est un art martial véritable, à savoir une démarche à la fois purement opportuniste et d'élévation spirituelle. Je vous remercie de nous avoir suivis dans une contrée aussi lointaine et je vous invite, citoyens, à cliquer sur la petite cloche, à commenter cet épisode et surtout, à le diffuser largement. Citoyens, gardez-le à l'esprit, la connaissance, ça se partage et ça se dispute. Salut et fraternité.